Puisque c'est le 20e anniversaire, de revenir un peu là-dessus. 20 ans après, c'est plus facile parce que beaucoup de choses ont été dites. Il y a un certain nombre d'acteurs qui pourront parler plus librement 20 ans après des coulisses finalement de la décision et de la composition du ton de ce discours. Alors, on va être très sérieux parce que d'abord, on va montrer le discours. On l'a un petit peu oublié, donc on va s'imprégner des termes exacts du discours parce qu'on a fait dire beaucoup de choses à ce discours, mais c'est vrai qu'il faut revenir à la source du discours. Donc on va rediffuser le discours de Jacques Chirac. Après, nous aurons deux historiens, Henri Rousseau et Jean-François Serinelli, qui viendront apporter leur éclairage, leur vision de ce discours et des conséquences de ce discours. Et enfin, après, nous aurons une succession de tables rondes avec des acteurs proches de l'écriture, de ce discours, de ceux qui, en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, ont été les facilitateurs, les acteurs de cette déclaration. Voilà. Donc on va, sans plus attendre, lancer la diffusion du discours de Jacques Chirac le 16 juillet 1995. 16 juillet 1995, commémoration de la Grande Rafle des 16 et 17 juillet 1942. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le maire de Paris, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le cardinal, Monsieur le recteur de la mosquée de Paris, Monsieur le pasteur, Mesdames, Messieurs. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire la douleur de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes, enfants, juifs furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. On verra des scènes atroces, des familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les aînés, dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de l'État, de la préfecture de police.
On verra aussi des policiers, c'est vrai, quelques-uns, fermer les yeux, permettant quelques évasions. Pour toutes ces personnes arrêtées, commence alors le long et douloureux voyage vers l'enfer. Combien d'entre elles reverront jamais leur foyer? Et combien, à cet instant, se sont sentis trahis? Quelle a été leur détresse? La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Conduites au vélodrome d'hiver, les victimes devaient attendre plusieurs jours dans des conditions terribles que l'on sait, pour être ensuite dirigées sur l'un des camps de transit, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, ouverts par les autorités de l'État de Vichy. L'horreur, pourtant, ne faisait que commencer. Suivront d'autres rafles, d'autres arrestations, à Paris et en province. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons, à leur égard, une dette, c'est vrai, Monsieur le Président, imprescriptible. La Torah fait à chaque juif devoir de se souvenir. Une phrase revient toujours qui dit « N'oublie jamais que tu as été un étranger et un esclave en terre de Pharaon ». 50 ans après. Fidèle à sa loi, mais sans esprit de haine ou de vengeance, la communauté juive se souvient et toute la France se souvient avec elle, pour que vivent les 6 millions de martyrs de la Shoah, pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais plus, pour que le sang de l'Holocauste devienne, selon le mot de Samuel Pisard, le sang de l'espoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honoré de la tâche qui m'est confiée d'ouvrir cette demi-journée autour du discours de Jacques Chirac, grand discours, même s'il a été un petit peu amputé, là. On l'a tous en tête, donc tout va bien. Et de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir une réflexion un peu plus large sur l'évolution de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France, et en particulier de la Shoah. C'est intéressant parce que le discours lui-même s'inscrivait bien sûr dans les commémorations du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et c'est l'occasion de revenir à la fois sur l'événement lui-même, bien sûr, mais surtout sur la façon dont il a été représenté, évalué, construit, entre guillemets, pour reprendre le titre de la communication qui m'a été donnée, que je n'ai pas choisi, mais que j'aurais pu choisir. Terme intéressant qui appartient aux sciences sociales, mais qui veut dire surtout, en termes simples, à quel point les représentations du passé dans les sociétés contemporaines ne sont plus des objets stables, fixés une fois pour toutes. D'où d'ailleurs les incessantes querelles autour de l'histoire, dont nous avons aujourd'hui encore quelques exemples. Ces représentations changent, évoluent au gré des générations et des contextes politiques. Le passé est même aujourd'hui, depuis longtemps, objet de politiques publiques, les politiques de mémoire, terme lui-même qui est assez récent, qui ont certes pour objet d'entretenir le souvenir d'épisodes remarquables, comme bien sûr la rafle du Veldiv, mais qui cherchent aussi, et c'est la grande nouveauté depuis une vingtaine d'années, et surtout à agir sur ce passé, à en transformer le sens, à en réparer les séquelles, même longtemps après les faits. Alors aujourd'hui, je me livrerai en 20 minutes, bien sûr, à un survol, à la fois sur le long terme et sur le court terme, et sur quelques mots sur les conséquences qu'ont pu avoir ce discours. Alors en 1945, dans le champ de ruines que constitue alors l'Europe,
le sort des victimes juives de ce que l'on ne nomme pas encore la Shoah, le terme apparaîtra de manière officielle en 1948 dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, est loin de passer inaperçu ou de faire l'objet d'un silence général, comme on le dit parfois. L'ouverture des camps, le flot de réfugiés qui affluent de toutes parts de l'Est de l'Europe, l'accueil des rescapés n'ont pas été des événements négligeables dans la longue sortie de guerre. Ils en constituent au contraire des éléments essentiels qui ont profondément et durablement marqué les esprits, notamment par les images diffusées par les Alliés, qu'ils soient américains, anglais ou soviétiques. Cependant, dès lors qu'il s'agit d'identifier les coupables de ces crimes, l'attention se porte en priorité sur les nazis, sur son appareil de destruction, dont il faudra du temps, même malgré le procès de Nuremberg et tous les procès successifs, pour en comprendre la nature profonde, sur le système concentrationnaire et la monstruosité du crime, qui n'échappe évidemment pas aux contemporains, est attribuée d'abord, et à juste titre, à la barbarie nazie, entre guillemets, puisque c'est le terme consacré de l'époque. En outre, se pose une question de savoir comment différencier entre elles toutes les victimes du Troisième Reich. Problème difficile, douloureux, que l'on rencontre dès quasiment les premières semaines de la libération, et pas simplement en France, dans toute l'Europe, qui est générateur évidemment de ressentiments, de polémiques, alors même que très tôt, dès les premiers retours, des voix se sont élevées, notamment au sein des organisations juives, pour souligner le caractère singulier de l'extermination physique et matérielle d'un peuple entier, ce que l'on nomme déjà un génocide, avec Raphaël Lemkin. Vous le savez, le terme a été inventé, été forgé plutôt en 1943. C'est, je crois, dans ce contexte qu'il faut apprécier la manière dont l'après-guerre en France aborde la question des crimes antisémites de Vichy. Ces questions n'ont pas été totalement absentes des débats. Là aussi, comme on le dit souvent, le sort des Juifs est évoqué ici ou là. Il est évoqué par exemple au procès Pétain. La législation raciale, pour reprendre le terme de l'époque, constitue même un des griefs qui est retenu contre le maréchal Pétain et qui va aboutir à sa condamnation. C'est également dans les années d'après-guerre, on le réalisera des années après, que la question des spoliations va se poser comme un problème de fait, non pas un problème central, mais un problème de fait, suite à l'élément central qu'une bonne partie de ces spoliations ont été dues à des lois françaises et non pas simplement à des décisions allemandes. Cependant, malgré ces éléments, d'une manière générale, et en particulier dans les procès d'épuration, l'antisémitisme est perçu comme un élément parmi d'autres de la collaboration. Pour donner un exemple qui m'a toujours frappé, il est anecdotique, mais il est symptomatique, Xavier Vallat, le premier commissaire aux questions juives de Vichy, lors de son procès devant la Haute Cour de justice en décembre 1947, va s'indigner devant la Cour que l'on puisse identifier son antisémitisme d'État, l'expression est de lui, ce n'est pas les historiens qui vont l'inventer 40 ans après, que son antisémitisme d'État puisse être confondu avec de la collaboration avec l'ennemi, puisque la collaboration avec l'ennemi est la principale incrimination que l'on fait alors aux gens de Vichy. Et il explique tranquillement qu'il a puisé son inspiration dans un corpus français, que ce soit l'action française ou que ce soit la doctrine de l'Église. Ce sont ses termes, ce ne sont pas les miens. Donc cet antisémitisme, de manière très générale, notamment dans les procès d'épuration, ne fait que rarement l'objet d'une attention particulière. Il n'y a pas de qualification particulière, y compris de la part des Juifs eux-mêmes, qui sont assez peu, il y en a, mais assez peu malgré tout, à demander que l'extermination soit prise en compte de manière spécifique. Ce qui ne sera pas le cas ni en France, ni nulle part en Europe. Je dis bien de manière spécifique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pris en compte du tout. Dès lors, la question de la responsabilité propre du régime de Vichy dans la solution finale ne se pose donc que de manière marginale. À la limite, on pourrait dire que ce n'est même pas une question. C'est aujourd'hui qu'on pose la question rétrospectivement parce que depuis 20 ou 30 ans, c'est devenu une question fondamentale. Et donc, elle ne constitue pas, à proprement parler, un problème, que ce soit par incapacité de comprendre les choses, que ce soit par refus de les admettre. Et donc, ce problème va émerger des années, voire des décennies plus tard. Dans les années 70 en France, la chronologie n'est pas la même suivant les pays européens. C'est un problème qui émerge dans l'ensemble de l'Europe occidentale, ne l'oublions pas. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à la France. Et c'est un problème qui va émerger avant la chute du mur de Berlin, parce que la chute du mur de Berlin va accélérer ce processus, va lui donner une autre dimension sur laquelle je ne m'étendrai pas pour toute une série de raisons. Et ce problème va émerger dans les années 70,
dans mes propres travaux, je l'avais situé plutôt dans le début des années 70, enfin, peu importe, à cause d'un certain nombre de facteurs que j'énumère très rapidement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Le premier, bien sûr, c'est l'arrivée à l'âge adulte de générations d'après-guerre, ou qui sont nées pendant la guerre et qui ont donc une toute autre approche de la question de l'occupation, de la collaboration, de l'antisémitisme, et qui, dans beaucoup de pays européens, et particulièrement en Allemagne et en France, ont la conviction, assez justifiée dans certains cas, on peut dire, que l'on a trop vite tourné la page. C'est par exemple ce sens de l'action qu'a pu mener Beat Klarsfeld dans les années 60 en Allemagne, où il y a bien, je crois, on peut le dire aujourd'hui avec une quasi-certitude, une question de génération. La génération des fils interpelle d'une certaine manière la génération des pères. Il y a également un phénomène qui lui est lié, mais qui est un peu plus circonscrit et qui aura des conséquences beaucoup plus immédiates pour ce qui nous concerne, c'est le lancement de procédures judiciaires, à peu près à la même époque, en Allemagne et en France, en particulier contre les responsables de la solution finale, dont les crimes sont restés impunis. Juste pour mémoire, pour ne parler que de la France, la première plainte pour crimes contre l'humanité en France a été celle à l'encontre de Paul Touvier en novembre 1973, à la suite de la polémique qui avait germé dans la déclaration de Georges Pompidou qui lui accordait une grâce partielle de sa condamnation à mort de la Libération. Et enfin, je le dis en passant sans y insister, ce n'est pas négligeable, parmi les facteurs qui contribuent à faire émerger ce problème, c'est bien sûr une meilleure connaissance de l'histoire. Encore que en tant qu'historien professionnel, je n'ai pas l'illusion ou la naïveté de croire que l'histoire est une accumulation progressive et linéaire. Les questionnements changent. Mais cette question-là va être au cœur des préoccupations, à la fois du monde politique, du monde intellectuel et du monde des historiens. Et de manière plus profonde, je crois que c'est à cette époque que s'opère une mutation culturelle plus profonde, peut-être plus difficile à analyser dans les sociétés développées, un véritable changement de paradigme dans la perception du temps. On passe du régime de l'oubli réconciliateur, après une crise de l'unité nationale, à celui de la mémoire comme nouvel impératif catégorique. On passe de la célébration des héros et des martyrs, de la lutte contre la tyrannie, ce qui avait été le sens des commémorations et de la plupart de ce qu'on peut appeler une économie mémorielle de l'après-guerre, à la reconnaissance des millions de victimes civiles innocentes, à commencer bien sûr par les victimes juives. Donc je pense que pour comprendre, on va dire, le contexte, les prolégomènes du discours de Jacques Chirac, il faut mesurer à quel point il y a une mutation qui n'est pas immédiate, bien sûr, qui s'opère sur plusieurs années en Europe occidentale dans cette manière d'appréhender l'histoire. Lorsque je parle de l'oubli réconciliateur, ce ne sont pas des positions morales, c'était la tradition dans l'Europe, l'Europe du XXe siècle, l'Europe du XIXe, l'Europe de l'époque médiévale. Après une crise grave de l'unité nationale, ce qui était mis immédiatement en jeu, c'est un oubli pacificateur, réconciliateur. Le plus grand exemple qu'on a, c'est évidemment l'édit de Nantes. Bon. Et donc, on assiste à ce moment-là, pour des raisons qui tiennent à la Shoah, qui tiennent à la Seconde Guerre mondiale, qui tiennent à la prise de conscience des générations, à une toute autre manière d'approcher la question de la gestion des séquelles d'une crise comme la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'apparition de la mémoire, ce que j'ai appelé une sorte de nouvel impératif catégorique qui, encore une fois, ne concerne pas uniquement la France, mais va concerner de plus en plus de pays et va devenir même un problème à l'échelle mondiale. Et donc, dans les années 80-90, donc la décennie, on va dire, qui précède le discours de Jacques Chirac, pour aller vite, la mémoire de la Shoah devient un point de cristallisation des débats, non seulement autour de l'histoire et du passé, mais aussi autour de la démocratie, autour des droits de l'homme, autour de la transparence, autour des rapports entre les citoyens et le pouvoir, dans une Europe qui cherche, on va dire, un nouveau souffle. C'est dans ce contexte très général et décrit de manière un peu cavalière, bien sûr, que va naître au début des années 90, en France, une polémique relativement inédite autour de la possible reconnaissance des crimes de Vichy par les plus hautes instances de l'État. Controverse qui va se muer en véritable problème public, c'est-à-dire une question posée par la société civile aux autorités politiques. Lesquelles autorités politiques, quelle que soit leur option à ce moment-là, se voient obligées d'apporter une réponse, quelle que sera évidemment la réponse. Et parmi les éléments de cette société civile, il y a bien sûr l'Association des fils et filles des déportés juifs de France de Serge Klarsfeld. Il y a le comité Veldiv 42, dont nous aurons tout à l'heure le témoignage par Anna Sény, qui a joué un rôle immédiat important de cristallisation. Il y a toute une série d'acteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre, qui vont se focaliser, entre autres, sur cette question de la reconnaissance par les plus hautes instances de l'État du caractère criminel
du régime de Vichy envers les Juifs. Non pas du caractère criminel du régime de Vichy, chose qui a été acquise depuis très longtemps à la Libération, ne l'oublions pas. Bon. Mais de cette question-là spécifique, ce qui pose évidemment toute une série de problèmes moraux, politiques. La première étant que la tradition française, si tant est que la question ait été posée, elle a été posée au prédécesseur de Jacques Chirac, c'est clair, François Mitterrand, mais elle n'a été posée ni à Valéry Giscard d'Estaing, ni à Georges Pompidou, a fortiori au général de Gaulle. On imagine que le général de Gaulle n'aurait sans doute pas eu exactement le même type de réponse à cette question que celle de Jacques Chirac. Mais voilà, nous sommes en 92, dans le contexte que j'essaie de décrire brièvement. Et il y a un contexte, on va dire, tendu. D'abord, la polémique autour de cette question de la reconnaissance va s'intensifier. Parce qu'il va y avoir encore une fois un point de cristallisation. Mais ce point de cristallisation, il ne s'intensifie pas uniquement parce que c'est le seul problème qui est en jeu. Il y a plusieurs problèmes, je n'ai pas le temps de les décrire tous, il y en a au moins un ou deux qui me paraissent importants. D'abord, il y a de nombreuses procédures judiciaires en cours contre des responsables français, après le procès Barbie qui s'est terminé, comme vous le savez, en 87, dont notamment celle contre René Bousquet, l'ancien secrétaire général à la police, lesquelles procédures judiciaires piétinent, pour des raisons sur lesquelles on peut s'étendre, mais on va dire rapidement parce que le pouvoir politique n'y est pas très favorable, pas plus d'ailleurs qu'une partie de la magistrature. Pire encore, la Cour d'appel de Paris prononce en avril 1992, vous le savez, vous vous en souvenez sans doute, un arrêt de non-lieu dans le dossier Touvier qui constitue une véritable bombe. Bombe parce que c'est la première procédure judiciaire qui a été engagée dans ce dispositif, donc 73, et donc on est 20 ans après, et surtout par les attendus, ce n'est pas tellement par la décision elle-même, mais par les attendus qui, par la force de la loi, par la force d'une décision, d'un arrêt, de la Cour d'appel, va donner une image du régime de Vichy qui est non seulement, on va dire, fausse rapidement sur le plan historique, mais exactement à l'opposé de ce que l'opinion publique est en train précisément de découvrir à ce moment-là. Il y a un effet je dirais presque orthogonal, c'est-à-dire la Cour d'appel prend parti sur ce qu'est le régime de Vichy, officiellement, un régime nourri de bonnes intentions, etc., alors même que l'opinion attend, à tort ou à raison, peu importe, une condamnation formelle de ce régime, notamment sur la question des Juifs. Et donc, on est là dans une forme de paroxysme qui va atteindre un degré supplémentaire avec les polémiques autour de François Mitterrand, que ce soit son attitude par rapport à ces questions. Je rappelle pour mémoire la question de la gerbe qui est apportée tous les ans sur la tombe du maréchal Pétain, et puis bien sûr la question de son passé, mais qui va intervenir un petit peu plus tard par rapport à la chronologie que je développe ici. Et donc tout ceci va déboucher sur une série de décisions, rapidement, en deux temps. La première étape, c'est, encore une fois, sous la pression de la société civile, on peut bien le dire ainsi, mais c'est quand même une décision politique, une décision du gouvernement de l'époque, du gouvernement de l'époque, oui, le décret du 3 janvier 1993 qui va créer une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dit gouvernement de l'État français 1940-1944, fermez les guillemets. Chaque mot est important, bien sûr. Chaque mot est important. Autorité de fait, c'est la définition légale depuis 1944, depuis l'ordonnance de rétablissement de la légalité républicaine, qui définit le régime de Vichy, qui a un sens juridique extrêmement important. Ce régime n'a jamais été reconnu sur le plan constitutionnel, sur le plan légal. À tort ou à raison, encore une fois, peu importe. Mais c'est la doxa juridique. Il y a évidemment la question des persécutions antisémites. Il y a ce terme de persécution raciste qui peut poser question. Parce que quelles sont les persécutions racistes de l'époque qui ne soient pas les persécutions antisémites? On aurait dit les persécutions xénophobes, ça avait toute sa légitimité parce que le régime de Vichy est un régime xénophobe, clairement, il y a des textes et des pratiques. Racistes, on peut se poser la question. Mon interprétation rapide, je l'ai dit et écrit il y a longtemps, c'est que on sacrifie dans ce libellé, dans une décision importante qui crée une nouvelle commémoration, on sacrifie évidemment au présent. C'est-à-dire que ça nous rappelle, ne jamais l'oublier, qu'une commémoration, ça n'est pas simplement porter attention au passé, mais c'est d'essayer de faire autant que possible un lien entre le présent et le passé, ce qui est probablement la plus grande difficulté, notamment pour un président de la République lorsqu'il est dans ce genre de situation. Et donc on est là devant une décision importante, mais qui n'apparaît pas encore comme décisive. La décision est importante. Le geste attendu, réclamé, est arrivé. Ça ne suffit pas. Néanmoins, avec le recul, on peut quand même noter que cette commémoration, qui s'inscrit aujourd'hui dans une très longue liste de journées nationales commémoratives, on en est à peu près à une douzaine en France, on va même parler des journées internationales, dont presque la moitié concerne la Seconde Guerre mondiale, enfin je le dis au passage, on est quand même dans une innovation très importante. C'est la première
commémoration négative de l'histoire de France. Qu'est-ce que ça veut dire négative? Pas négative au sens qu'elle serait contestable. C'est la première fois que dans l'économie mémorielle, les lieux de mémoire, la manière de commémorer le passé, dans un pays qui est supposé être fier de son histoire, on va commémorer un élément négatif, c'est-à-dire non pas le souvenir des crimes de l'ennemi contre ses propres martyrs, mais le souvenir de ses propres crimes. C'est une nouveauté considérable. La France n'est pas le premier pays à faire ça. L'Allemagne l'a précédé, l'Espagne l'a précédé, pour d'autres raisons. Dans le monde, on voit de plus en plus apparaître ce qu'on appelle des politiques d'excuses, mais cette commémoration négative apparaît comme une forme assez inattendue, assez nouvelle, dans ce qu'est le rapport des Français à leur passé. Mais ça ne suffira pas, évidemment. Enfin, en tous les cas, l'histoire ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a une seconde étape décisive. C'est bien sûr la décision de Jacques Chirac, récemment élu, non seulement d'être présent au moment de la commémoration, donc qui sera la deuxième commémoration, puisqu'il y en a une en 1994, où François Mitterrand est venu, mais n'a pas pris la parole. C'est le Premier ministre Édouard Balladur qui le fera. Et donc cette fois, on est dans une situation, on va dire, un peu différente, un président nouvellement élu, je le dis avec mes mots, une occasion, c'est pas du tout péjoratif, une occasion historique, des demandes ici ou là qui continuent. Et donc, le président Jacques Chirac va non seulement décider de venir à cette commémoration, mais d'y prendre la parole et donc de prononcer ce discours qui est devenu historique. J'essaie d'aller un peu vite. Rapidement, ça n'est pas la première fois que Jacques Chirac évoque ces questions-là. D'ailleurs, Serge et Bert Tersfeld nous ont fait diffuser la nouvelle version de l'ensemble des discours de Jacques Chirac sur cette question-là. Il l'a déjà fait notamment, je note, parce que l'évolution est quand même assez incroyable. Le 18 juillet 1986, donc pour célébrer l'Arabe du Veldiv, mais en tant que maire de Paris. Mais alors, je cite, il ne parle dans son discours, qui est assez général, je cite, de la faiblesse du gouvernement de Vichy qui n'a pas su s'opposer aux menaces des complices nazis. Fermez les guillemets. Nous sommes très très loin de la responsabilité directe du gouvernement dans cette rafle. Et évidemment, le discours du 16 juillet va aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas m'étendre, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ces questions-là. Je vais retenir simplement un terme qui, à l'époque, m'avait frappé, non pas choqué, mais qui m'avait frappé, parce que personnellement, je trouve que c'est l'un des... Il y a deux éléments qui me paraissent parmi les plus forts dans ce discours, à part évidemment la reconnaissance. C'est l'idée d'une faute collective. Le terme est prononcé, le terme faute collective, qui suscitera d'ailleurs beaucoup de controverses. Terme qui m'avait frappé parce que, sans parler de responsabilité collective, les mots sont importants, hein, mais la responsabilité collective était une idée qui avait été farouchement refusée par les Alliés aux Allemands au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Donc cette idée qui revient 40 ans après, ou 50 ans après, dans le cadre d'un président qui s'adresse à son propre peuple, est évidemment très forte. Après, on peut discuter de savoir si elle est pertinente ou pas. Et il y a une autre chose qui m'avait frappé, j'y reviens dans un instant, c'est qu'en même temps, ce discours reconnaît bien sûr la responsabilité de la France, mais ne cherche pas de manière artificielle à sortir du dilemme qui était celui de la France occupée. Il y a bien eu deux France, pour reprendre l'expression donc, du discours. Il y a bien eu deux France, il y en a même beaucoup plus que deux. Et cette réalité historique-là, il est impossible de la nier, quel que soit le geste qu'on accomplit à ce moment-là pour réparer l'histoire. Puisque, encore une fois, on est dans la logique de réparer l'histoire. Mais réparer l'histoire ne signifie pas qu'on peut la changer. C'est ça, je pense qu'il y a une contradiction inhérente aux politiques de mémoire qui est très bien marquée par ce discours parce qu'elle les assume. Elle assume cette contradiction. Alors, un mot rapide, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur les conséquences. Alors, on pourrait croire, comme à chaque étape de ces polémiques autour de la mémoire de la Shoah en France, qu'il s'agissait d'un point terminal. On a pu le croire d'ailleurs au moment du procès Barbie. Ah, enfin, on a pu juger un responsable, et donc on a eu un grand procès, maintenant c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé, parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors, non seulement le discours du 16 juillet 1995 n'est pas un point terminal, mais c'est au contraire, et ça, évidemment, on ne peut pas s'en rendre compte immédiatement à l'époque, un point inaugural. Il va inaugurer une nouvelle étape, une nouvelle ère dans l'histoire de la mémoire de la Shoah, qu'on peut appeler une ère de la réparation. Dès le 17 juillet, Serge Klarsfeld lance le débat sur le 17, c'est-à-dire le lendemain. Le débat avait commencé avant. Pardon ? La veille même, pardon. Alors tu vois. Bon, le débat sur le remboursement des biens juifs spoliés du fait des lois de Vichy, qui va déboucher. Alors je n'ai pas le temps, bien sûr, de reprendre tous ces dossiers-là,
mais qui va déboucher, notamment suite à toute une série de pressions internationales, au fait que la question de la réparation des biens juifs n'est plus un problème strictement national, c'est devenu un problème mondial, notamment depuis que les États-Unis sont intervenus, va déboucher quelques années après sur la création en 1997 de la commission Matteoli, qui va rendre son rapport en 2000. Cette commission, qui aurait pu être créée indépendamment, bien sûr, du discours de Jacques Chirac, en est quand même la conséquence politique assez évidente. C'est-à-dire que dès lors que le chef de l'État s'exprime sur cette question avec cette force-là, toute une série de dossiers qui avaient été posés d'une manière ou d'une autre par différents acteurs, vont prendre une toute autre configuration. Même si, évidemment, rétrospectivement, et aujourd'hui, parce qu'on est un peu dans la commémoration, on aurait tendance à tout faire découler de ce discours. Ce n'est pas le cas, bien sûr, mais ce discours était quand même une étape majeure, inaugurale, donc non pas terminale. Il y a d'autres éléments qui me paraissent importants. C'est le changement complet de perception du régime de Vichy dans la société française, y compris sur le plan juridique. Je prendrai qu'un seul exemple qui est le plus frappant. Il y en a eu toute une série entre la fin des années 90 et même jusqu'à une époque récente. Pour prendre juste un seul exemple, à la suite de la condamnation de Maurice Papon, procès important bien sûr, procès capital, puisque c'est le seul haut responsable vivant, restant, qui a pu être jugé pour complicité de crimes contre l'humanité, donc une forme importante de réparation judiciaire. Eh bien, le Conseil d'État, par une décision d'avril 2002, conclut que la moitié des dommages civils, sur demande d'ailleurs en partie de Maurice Papon lui-même, conclut que la moitié des dommages civils dus par l'ancien ministre aux victimes seront à la charge de l'État, puisqu'il était fonctionnaire de l'État. Ce qui apparaît presque comme une évidence, mais il aura quand même fallu presque 50 ans pour que cette évidence soit traduite par des arrêts du Conseil d'État, soit traduite dans les faits, soit traduite dans ce qu'on pourrait appeler l'interprétation juridique de ce qu'a été le régime de Vichy. Bon, je n'ai pas le temps de m'étendre encore une fois, il y a eu de nombreuses décisions de ce type-là. Ce qui me paraît important, ce que peut-être, moi notamment, nous n'avons pas compris sur l'instant, c'est que dans ces années-là, à la fin des années 90, dans les années 2000, dans un pays comme la France, il y a un changement assez perceptible du sens que l'on peut donner à la notion de responsabilité de l'État. Qui est, puisque là, on est devant une attitude totalement différente de ce qui avait été celle des années 50 ou 60, inaugurée par le discours de Jacques Chirac et par les décisions dont je viens de parler. Alors, on peut y voir, je le dis rapidement, la conséquence d'un affaiblissement de la conception traditionnelle de l'État, je ne vais pas dire un affaiblissement de l'État, mais de la conception traditionnelle de l'État et de la souveraineté, au profit d'une forme de solidarité et de compassion plus grande envers les souffrances léguées par le passé, ce qui est un phénomène général. Ce n'est pas un phénomène propre à la France. Et là, on peut poser une question simple, qui est encore une fois aussi une question un peu universelle. S'il fallait réparer les crimes de Vichy, qui d'autre pouvait le faire que l'État républicain? C'est une question, au fond, assez simple. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir qui va le réparer, mais si on le répare, c'est évidemment, forcément, l'État républicain. Qui d'autre, et ça c'est un problème qui s'est posé après la chute du mur de Berlin dans beaucoup de parties du monde, qui d'autre qu'un régime démocratique peut réparer les crimes des dictatures défuntes? C'est presque une évidence lorsqu'on l'énonce ainsi, mais cette évidence-là, politiquement, il a fallu un certain temps pour l'accepter. Et deuxième conséquence, je vais très vite de ce discours, je crois, dans le contexte de ce qu'on peut appeler une mondialisation de cette conception du passé qui est fondée sur l'idée d'une réparation de l'histoire. On est dans la suite de la chute du mur de Berlin, on le voit en Amérique latine, on le voit en Afrique du Sud, on le voit dans les anciens pays de l'Est en Europe. Dans cette idée, je pense par exemple à la création d'une commémoration internationale du 27 janvier pour la libération d'Auschwitz. Donc on n'est plus simplement dans un niveau national, on est à une échelle globale. On assiste en France à une extension des politiques de mémoire. Ce qui a été fait pour la Shoah doit être fait. Alors je ne dis pas qu'il fallait ou non, mais en tous les cas, c'est ce qui va se passer, va susciter un certain nombre de revendications, légitimes ou pas, c'est un autre problème. Ce qui a été fait pour la Shoah doit être fait pour l'esclavage, les conséquences de la colonisation, la guerre d'Algérie, etc. On aura ainsi en France, vous le savez, ce débat très vif sur les lois mémoriales dans les années 2000, et une série d'initiatives du même Jacques Chirac qui vont tout à fait dans ce sens-là, en particulier la création d'une commémoration de l'esclavage, décision de 2006 qui va créer une commémoration le 10 mai, ce qui fait que nous avons en France un moment assez particulier en mai, à part les ponts, c'est que nous avons le 8 mai, nous avons le 9 mai et nous avons le 10 mai. Nous avons le 8 mai, la fin de la guerre, nous avons le 9 mai, journée de l'Europe, il y a juste les pieds drapeaux sur les bus, et puis nous avons le 10 mai sur l'esclavage. Voilà. Et donc, vous voyez à quel point l'importance quand même du passé est grande dans notre pays. Alors, problème qui se pose rapidement, si j'ai encore 1 minute, 2. C'est bon. Ce discours est-il allé trop loin dans la construction d'une mémoire négative?
c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais ce que j'ai appelé une mémoire négative, c'est-à-dire une mémoire qui célèbre un crime de l'État ou de la nation. Sans doute oui, parce qu'il y a eu des ajustements ultérieurs. D'abord, la loi de 1993 créant cette fameuse commémoration a été changée, elle a été modifiée, puisque la loi commémorant les crimes racistes et antisémites, etc., a été modifiée pour ajouter « et dommages aux justes de France ». Voilà une excellente illustration de voir comment le passé change. Ce que je disais en introduction, le passé n'est pas un objet stable dans nos sociétés, il change, et probablement il changera dans les 10 ans à venir. Et puis le balancier commémoratif a penché à nouveau du côté de la résistance. Je n'ai pas le temps de faire l'historique, enfin on vient quand même de sortir d'une séquence qui me paraît assez claire, où le balancier revient, de manière, on va dire, assez légitime aussi, du côté de la mémoire de la résistance, qui a pu être un moment, du moins certains l'ont dit, être un peu oublié dans ce dispositif-là. Et je terminerai par 2 questions. Doit-on appliquer cette forme de politique de mémoire à d'autres événements touchant directement ou non l'histoire de la France? On l'a fait, ça veut dire ce qu'il faut poursuivre, jusqu'où, pourquoi. Le débat a fait rage, par exemple, sur la question de l'Algérie, dans les années 2000. Il commence à l'être pour d'autres épisodes, comme le génocide des Tutsis au Rwanda. Je donnerai pour ma part une réponse positive à cette question, mais je parle vraiment de manière tout à fait à la première personne. Oui, il faut le faire. Je ne sais pas s'il faut le faire dans le registre de la reconnaissance, mais en tous les cas, ou certains diraient même de la repentance, mais du moins, il faut le faire en faveur d'une action publique, volontaire, pour favoriser la connaissance sur ces événements. Et que l'on veuille ou pas, des gestes aussi symboliques que le discours de 1995 ont évidemment favorisé la connaissance sur cette période, même si les historiens n'ont pas attendu le discours pour travailler, bien sûr. Et puis il y a une deuxième question qui me paraît beaucoup plus difficile, beaucoup plus... Voilà. Peut-on demander aux générations futures de n'envisager le passé que comme le fardeau d'une dette imprescriptible? Comment trouver un équilibre entre la part d'ombre et la part de lumière de l'histoire, entre une mémoire négative et une mémoire positive? Un dilemme, encore une fois, qui était déjà posé dans le discours de 1995. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. On me fait signe d'enchaîner, donc peut-être tout à l'heure, y aura-t-il des questions sur l'exposé de mon collègue et ami Henri Rousseau. Pour ce qui me concerne, je confesse d'abord un scrupule que j'ai éprouvé au moment où on m'a proposé de participer à cet après-midi d'études, c'est que je ne suis en aucun cas, je le précise, spécialiste ni d'histoire de la mémoire, ni encore moins d'histoire de la mémoire de la Shoah. Mais si les organisateurs se sont adressés à moi, c'est qu'il se trouve que dans mon travail d'historien, j'ai notamment travaillé sur l'histoire des droites et que nous sommes là en face d'un acteur politique, Jacques Chirac, qui est à l'époque président de la République, mais dans les mois et les années qui précèdent, qui est à la tête d'une des formations politiques de la droite française. Et donc les organisateurs m'ont demandé de réfléchir en quelque sorte, non pas sous l'angle qui vient d'être traité par Henri Rousseau, mais sous l'angle donc d'un homme d'État, mais aussi d'un homme qui a d'une certaine façon une couleur politique et qui à un moment donné prononce un discours qui est donc un acte politique. Et donc en amont de cet acte politique, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques une prise de décision. Et ce qui m'intéresse dans la vingtaine de minutes qui m'est impartie, c'est de réfléchir avec vous sur les éléments de cette prise de décision. Qu'est-ce qui pèse en quelque sorte sur cette décision? Qu'est-ce qui fait que cette décision est prise? Et vous savez que quand on est confronté à ce type de questions, on a toujours à mettre en balance des éléments, des facteurs, des paramètres de nature différente. Bien évidemment, il y a des éléments personnels et gageons que dans la prise de décision de Jacques Chirac interfèrent toute une série de traits de caractère, une vision de l'histoire, le fruit d'une éducation, enfin toute une série, je le répète, de paramètres, mais il est aussi, bien évidemment, en tant qu'homme politique, le fruit, le produit et le porteur en même temps d'une culture politique. Et donc je voudrais, dans les quelques minutes dont je dispose, essayer de réfléchir avec vous sur cette question de la culture politique. Et c'est pour ça qu'on m'avait proposé de réfléchir sur la pensée politique de la droite pour revenir à la question qui m'est posée et que je vais nuancer tout à l'heure, tout en l'assumant naturellement cette question, parce qu'on me dit la droite,
et je vais répondre bien évidemment les droites. Et on me dit la pensée politique, et je vais plutôt dire, mais je m'en expliquerai, la culture politique. Donc, partons, si vous le voulez bien, de quelques rappels, mais auparavant, je voudrais formuler un deuxième et dernier, donc second scrupule, c'est que sur toutes ces questions, on a des textes qui font autorité, qui sont les textes de mon voisin, puisque non seulement Henri Rousseau a travaillé sur cette histoire de la mémoire de Vichy, à travers notamment 2 livres qui ont fait souche, mais également il a apporté sa contribution à une histoire des droites que j'avais dirigée en 92 et où il s'est saisi justement en 92, c'est-à-dire 3 ans avant ce que nous évoquons aujourd'hui, il s'est saisi de cette question. Et donc je vous renvoie pour approfondissement, puisque mon propos sera naturellement, sinon elliptique, en tout cas allusif, je vous renvoie pour approfondissement au chapitre d'Henri Rousseau dans cette histoire des droites. Mais j'en reviens à mon propos. Nous sommes en 95. À ce moment-là, nous avons un acteur politique, Jacques Chirac, qui est à la fois le fruit, et je le disais, le porteur d'une culture politique, et qui va déployer son action dans un contexte donné. Je voudrais donc tour à tour, en quelques minutes, je le répète, évoquer et cette culture politique et ce contexte donné. Alors d'abord, la culture politique, on m'invite, et j'en remercie les organisateurs, à réfléchir sur la pensée politique de la droite par rapport à la question qui nous réunit aujourd'hui. Alors, le singulier, je le disais à l'instant, le singulier du mot droite, là me pose un problème. Je comprends en même temps pourquoi on me le suggère ainsi, puisque c'est vrai que nous considérons les uns et les autres, historiens, politologues, que le clivage droite-gauche existe en France. C'est ce que mon maître René Raymond appelait la summa divisio, c'est-à-dire une sorte de faille qui court depuis la Révolution française, qui revêt des aspects différents selon les moments, puisque derrière, il y a des enjeux qui changent, mais l'un dans l'autre, il y a incontestablement cette summa divisio. Sauf que pour la question qui nous occupe, cette summa divisio, elle n'est pas opérationnelle pour 2 raisons. D'abord parce que, on vient de le voir d'ailleurs indirectement à travers l'exposé d'Henri Rousseau, le clivage droite-gauche comme élément de lecture et d'intelligibilité historique ne joue pas là, puisque 95 succède, je le rappelle, à 14 années de mandat présidentiel ou de double mandat présidentiel de François Mitterrand. Et donc, cette grille de lecture-là n'est pas opératoire. Elle a plutôt même tendance à brouiller notre grille d'intelligibilité. Et surtout, il y a une deuxième raison, c'est que, en fait, je le disais à l'instant, cette droite française, elle est plurielle. Et sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, cette mémoire enfonce un coin supplémentaire, est un élément supplémentaire de pluralité. Et donc je voudrais, je le répète, essayer de vous rendre compte de cette pluralité, mais aussi vous montrer, et c'était aussi sous-jacent dans le propos d'Henri Rousseau, qu'en 1995, pour notamment des raisons de relève générationnelle, probablement ces différences de culture politique à droite sont en train, sinon de s'estomper, en tout cas de perdre leur teinte vive. Elles sont en train de s'affadir, si on file la métaphore chromatique jusqu'au bout. Mais venons-en, si vous le voulez bien, tout d'abord, ou revenons-en à la culture politique de Jacques Chirac. Et quand on présente un homme politique, c'est comme sur une carte d'identité, on commence par décliner une date de naissance. Et là, le choix, ou plus exactement le constat du millésime, n'est pas indifférent pour nous, puisque nous voyons donc 1932. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que nous sommes en face d'un gaulliste de 3e génération. On peut dire qu'avant lui, il y a, dans l'histoire française, 2 autres strates du gaullisme. Et d'ailleurs, notons que quand il fonde 19 ans plus tôt, en 1976, le RPR, les observateurs parleront, et après eux d'ailleurs les historiens et les politologues, de néo-gaullisme. Parce que nous passons à une génération qui est la 3e génération, et quand on passe à une 3e génération, la scène primitive, pour filer une métaphore d'une autre nature, ou le roman des origines, n'existe plus. Et pourquoi? Alors revenons, si vous le voulez bien, aux 2 générations qui précèdent. Il y a d'abord, juste avant Jacques Chirac,
la génération, on va dire, de Georges Pompidou, mais aussi donc, qui était d'une certaine façon le mentor de Jacques Chirac, mais aussi cette génération, c'est la génération des barons du gaullisme. Et d'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a entre Georges Pompidou et ces barons toute une série de frottements qui portent notamment sur le rapport à la résistance, c'est un euphémisme moins intense, moins profond pour ce qui concerne Georges Pompidou. Et vous vous rappelez comment, à plusieurs reprises, sinon ces chocs de culture, en tout cas cette différence de rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, affleure dans ces rapports entre Pompidou et ses barons. Et notons donc au passage que dans la mesure où la généalogie de Jacques Chirac renvoie plutôt à Georges Pompidou qu'à ses barons, nous ne sommes pas, si vous voulez, dans une résistance par réverbération dans le cas de Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il ne subit pas, si j'ose dire, de la part de Georges Pompidou, une transmission dans ce domaine dont on pourrait dire qu'elle est intense. Et là aussi, je manie l'euphémisme sans que mon propos, d'ailleurs, se veuille polémique. Ça, c'est la génération qui précède. Et j'ai dit donc troisième génération, car bien évidemment, il y a la génération du général de Gaulle. Et tout à l'heure, je n'y reviens pas, Henri Rousseau notait que la conception historique qu'a le général de Gaulle de l'État français, du régime de Vichy, est une conception particulière par rapport à celle des générations qui suivront. D'une certaine façon, c'est la négation de ce segment chronologique, non pas du tout pour l'absoudre, mais pour le dissoudre, en quelque sorte. Mais on verra tout à l'heure que Jacques Chirac n'étant pas l'héritier direct, en quelque sorte, de cette veine du gaullisme, n'est pas tenu par la même vision de l'histoire et qu'il n'est pas gêné comme aurait pu l'être, à cet égard, un gaulliste de première ou de deuxième génération. Donc, on le voit, nous sommes dans une veine qui incontestablement s'inscrit dans une filiation gaulliste, mais sans pour autant qu'un certain nombre d'héritages historiques de ce gaullisme soient comme des boulets, en quelque sorte, au moment où une prise de position se fera. Donc, de ce point de vue, retenons cette filiation gaulliste, mais aussi, j'allais dire, ces phénomènes de jeu du temps, en quelque sorte, qui modifient la nature de la filiation. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que cette mémoire des droites, non seulement elle est mouvante, on vient de le voir, non seulement elle est plurielle, je viens de le rappeler, mais de surcroît, elle est multiforme. Elle est multiforme, je vais plus loin que plurielle en disant, quand je dis multiforme, c'est qu'elle va revêtir par rapport à l'événement lui-même un certain nombre de traits très différents qui enfoncent, je le répète, un coin. Alors d'abord, il ne faut jamais oublier, même si pour les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, cette mémoire-là est en sommeil, il ne faut jamais oublier une mémoire de l'extrême droite, ce que mon voisin a appelé dans un certain nombre de ses ouvrages une mémoire du ressentiment. C'est la mémoire que charrie d'une certaine façon l'extrême droite, d'ailleurs dans sa diversité, par rapport à l'événement Seconde Guerre mondiale et à ce qui s'est passé, à tous égards, pendant cette Seconde Guerre mondiale. C'est cette lecture qui est mue, nourrie par cette sorte de mémoire, de culture du ressentiment. Alors, si j'avais à évoquer la question pour les années 60, je dirais, et j'ai employé l'expression tout à l'heure, que c'est une mémoire en sommeil, une mémoire presque virtuelle en quelque sorte. Sauf que nous ne parlons plus des années 60 et nous parlons des années 90. Et j'aurai à revenir tout à l'heure sur cette question 95. Je rappelle que dans les mois qui ont précédé, même pas dans les 3 mois qui ont précédé l'événement que nous évoquons, il y a eu des élections présidentielles et que Jean-Marie Le Pen a obtenu 15% des voix et que déjà 7 ans plus tôt, il avait obtenu, j'arrondis le chiffre, 14% des voix à l'élection présidentielle de 1988 et que donc là, nous sommes en face d'une mémoire qui n'est plus simplement en sommeil, mais dont il faut se poser la question sans la tenir pour acquise, sans tenir la réponse pour acquise, qu'il y a peut-être réactivation
de cette mémoire. J'y reviendrai tout à l'heure et nous y reviendrons ensuite si vous le souhaitez. Mais là n'est pas non plus mon propos essentiel. Mon propos essentiel, c'est que, indépendamment même de l'extrême droite, se pose la question de la droite libérale. Je parlais tout à l'heure de René Raymond. Vous savez que René Raymond, même si ensuite son analyse a pu être contestée, mais estimait que les droites sont plurielles, tout le monde s'accorde sur ce point, mais qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a globalement deux souches, en quelque sorte, qui vont l'une et l'autre nourrir des sensibilités et des familles. Ce qu'il appelait la droite bonapartiste, pour lui le mot bonapartiste était neutre, mais simplement il l'appliquait notamment comme grille de lecture à la droite gaulliste, et ce qu'il appelait par ailleurs la droite orléaniste, c'est-à-dire, pour faire vite, on va dire la droite libérale. Je l'emploie en historien et dans un sens tout à fait neutre, sauf simplement que je me dois, dans le cadre de cet exposé, de constater en historien que le rapport de cette droite libérale au souvenir de Vichy et au moment de Vichy est un rapport différent, puisque le gaullisme se nourrit du geste fondateur du 18 juin et de la geste, en quelque sorte, de la France libre ensuite, qui a nourri ce gaullisme et d'une certaine façon façonné son identité historique. Dans le cas de la droite libérale, nous sommes en face d'une situation singulièrement plus complexe, car vous le savez, toute une série d'hommes politiques de la Troisième République appartenant aux partis, notamment à l'Alliance démocratique ou à la Fédération républicaine, qui étaient les deux grands partis de cette droite libérale, partis au demeurant différents de sensibilité. Une partie, disais-je, de ces hommes de la droite libérale se sont, sous une forme ou sous une autre, ralliés à Vichy ou ont formulé à son encontre un jugement, sur le moment et quelquefois par la suite, plutôt favorable. Et donc vous le voyez que ce rapport, en quelque sorte, à Vichy, dans cette droite libérale, est singulièrement plus complexe dans la réalité comme dans l'énonciation postérieure, singulièrement différente, disais-je, de la droite gaulliste. Mais comme toujours en histoire, les choses sont encore plus complexes. Car je vous rappelle par exemple que dans la réunion fondatrice du Conseil national de la résistance en 1943, où figurent des représentants des partis politiques, il y a des représentants des partis politiques que je viens de signaler, que je viens d'évoquer au paragraphe précédent. Donc vous le voyez, cette droite libérale, elle a un rapport qui n'est pas univoque, mais qui est multiforme et en tout cas différent de celui de la droite libérale avec le moment de Vichy. D'ailleurs, le symbole de cette poursuite, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de la mémoire de Vichy dans la mémoire de la droite libérale, c'est le personnage d'Antoine Pinay. Puisque vous savez que cette droite libérale, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, elle rentre momentanément en sommeil, mais que dès les élections de 1951, cette droite libérale, sous le nom de Centre national des indépendants paysans, redevient une force politique conséquente, importante. Et d'ailleurs, à la fin de l'année 51, c'est Antoine Pinay qui devient président du Conseil, ce qui scelle d'une certaine façon la réhabilitation historique de cette droite, à supposer qu'il y ait eu besoin, en quelque sorte, sur le plan politique, d'une telle réhabilitation. Et à partir de là, cette droite... Alors pourquoi je dis Antoine Pinay? Mon propos n'est pas polémique, mais parce que, vous le savez, il avait fait partie du Conseil national de Vichy. Et donc, vous voyez, un Conseil national, et moins d'une décennie plus tard, président du Conseil d'un gouvernement de la 4e République, puis ministre régalien du premier gouvernement de la 5e République. Donc vous le voyez, c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que dans les années 70, cette droite libérale, loin de perdre de sa force politique, va doublement se renforcer. D'une part, en 1974, en arrivant en haut, j'allais dire, des gradins de la Ve République, c'est-à-dire à la magistrature suprême à travers Valéry Giscard d'Estaing, et d'autre part, en fondant quelques années plus tard l'UDF. Alors, bien évidemment, que les choses soient claires, les hommes ne sont pas en cause dans mon propos, et en premier chef, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même est engagé volontaire en 1944. Mais les actions d'un certain nombre
d'hommes politiques, pour autant, non pas ne rachètent pas, mais n'oblitèrent pas, en quelque sorte, le passé des formations politiques ou de la formation politique à laquelle ils interviennent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous le voyez, nous sommes à ce moment-là, et j'accélère par rapport aux propos que j'avais prévu de tenir, mais nous sommes dans un contexte où, de fait, il y a cette diversité. Il y a cette diversité, sauf que je dois immédiatement la nuancer, cette diversité. Et j'en viens, si vous le voulez bien, en quelques mots à peine, j'en viens à la question du contexte. On ne comprend pas la prise de décision de Jacques Chirac, indépendamment de sa teneur et de ce que chacun d'entre nous peut en penser, naturellement, à titre personnel, mais on ne la comprend pas en historien si on ne la replace pas dans un contexte qui est celui des années 90, et plus précisément du milieu des années 90, où par rapport à ce que je viens d'évoquer, un certain nombre de choses sont en train d'évoluer. Le premier point, j'y reviens pas, Henri Rousseau l'a évoqué, c'est que quand même, nous sommes au terme de 2 mandats de François Mitterrand. Et que bien évidemment, les plus âgés se le rappellent ici, disons que pour ce qui est du rapport avec la mémoire de Vichy, nous sommes dans une situation, j'allais dire, de surcomplexité. Chacun d'entre nous a encore en tête, après la sortie du livre de Pierre Péan, c'était à l'automne 1994, après mes souvenirs, cette interview avec Jean-Pierre Elkabbach à la télévision, où effectivement, François Mitterrand donnait une vision de cette période qui allait à l'encontre de ce qu'un certain nombre d'historiens essayaient de dire et de faire et d'expliquer et de construire et de bâtir en termes de connaissances historiques depuis déjà des décennies. Et donc déjà de ce point de vue, il faut prendre en considération ce paramètre et peut-être d'une certaine façon, dont de nombreuses parties du corps social le souhait, implicite ou explicite, conscient ou inconscient, d'une sorte de retour de balancier mémoriel, ou en tout cas, sinon de retour de balancier, d'éclaircissement mémoriel. Les nations ne peuvent pas vivre sans cesse dans une sorte d'entre-deux mémoriel. Car n'oublions pas que dans le régime de la Ve République, la parole du chef d'État, d'une certaine façon, dit le bien et le mal. En tout cas, elle est normative. Et donc, ce que j'évoquais, notamment ce discours, et plus largement toute une série d'attitudes que rappelait Henri Rousseau, avait tendance à complexifier, et j'euphémisme, la situation mémorielle. Le deuxième élément, bien évidemment, il faut y venir, c'est la montée de l'extrême droite. Je le disais tout à l'heure, en 1995, nous sommes dans une période qui, pour l'historien, est très intéressante, parce que vous vous rappelez que c'est à partir des élections européennes de 1984 que le Front National atteint un nombre à 2 chiffres et passe le seuil de 10%. Et un certain nombre d'historiens, à ce moment-là, considèrent que, vous savez que l'histoire de l'extrême droite est placée sous le signe de ce qu'on pourrait appeler une histoire de l'intermittence, c'est-à-dire des zones de poussée, quelquefois même de flambée, mais suivies très rapidement de retombées tout aussi massive. Et c'est vrai qu'on peut inscrire, depuis la fin du XIXe siècle, cette histoire de l'extrême droite comme une histoire de l'intermittence. Et donc, au milieu des années 80, un certain nombre d'observateurs politiques, mais aussi d'historiens, attendaient la décrue, en quelque sorte. Et nous sommes 11 ans après, et non seulement décrue il n'y a pas eu, mais de surcroît, j'allais dire, la crue a continué à enfler, a continué à monter. Et donc, l'une des questions qui se pose, à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'il faudrait les mots et le temps pour nuancer, mais de savoir si à travers cette crue, il y a aussi une remontée de cette mémoire du ressentiment que j'évoquais tout à l'heure en m'appuyant sur les travaux d'Henri Rousseau. À travers Jean-Marie Le Pen, l'historien constatera que, de fait, un certain nombre de déclarations, et notamment en 1987, la déclaration sur le détail de l'histoire, un certain nombre de jeux de mots permettent de dire que, d'une certaine façon, Jean-Marie Le Pen est porteur, en quelque sorte, de cette forme de culture, et derrière lui, certains noyaux du Front National. Cela dit, la question qui se pose, c'est que en 1995, Jean-Marie Le Pen a déjà 67 ans. Et donc la question qui se pose dès ce moment-là, c'est est-ce que derrière, les électeurs de Jean-Marie Le Pen, dès ce moment-là, et a fortiori 20 ans plus tard, pour ce qui concerne non plus le père,
mais la fille, est-ce que c'est un élément majeur du choix électoral, en quelque sorte? Alors, je pose la question, chacun apporte sa réponse, mais la question est suffisamment importante pour ne pas la tirer dans une sorte de jeu de bonneteau un dimanche après-midi, mais d'essayer de voir ce qu'il en est, ce que nous dit la science, et notamment mes collègues de sciences politiques, sur une telle question. Toujours est-il qu'à ce moment-là, en 1995, il y a incontestablement cette question. Le deuxième élément qui a changé, mais je passe parce qu'il me faudrait l'étayer, c'est tout simplement le renouvellement générationnel. Et là, nous avons un symbole qui ne trompe pas. Qui est Premier ministre à cette époque, en 1995? C'est Alain Juppé. Alain Juppé, né en 1945. C'est stricto sensu ce qu'on appelle un baby boomer, c'est-à-dire ces jeunes bébés qui apparaissent à partir de l'après-guerre et tout au long de la décennie et même des 2 décennies qui vont suivre. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cette classe politique, elle va se renouveler. Alors déjà, il y avait eu un précédent en 84, Laurent Fabius, autre baby boomer, qui lui est de 46, qui était devenu à 38 ans Premier ministre. Mais d'une certaine façon, en termes générationnels, ça avait été un feu de paille, puisqu'on ne voit plus de baby boomers sur les premiers rangs, en quelque sorte, pendant 10 ans. Mais je reviens à Alain Juppé. Le fait, à ce moment-là, est caractéristique, sinon de relais, en tout cas d'amorce de relève. Et d'ailleurs, on le voit bien d'une autre façon. Si on regarde en 81, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 30%, un tiers des députés dans la Chambre de 81 ont moins de 45 ans. C'est dire que dès ce moment-là, et je vous parle d'un temps qui est 15 ans avant 1995, dès ce moment-là, il y a eu un renouvellement. Or, en dépit de la victoire de la gauche en 81, le renouvellement s'est fait tout autant à droite. Quand on regarde la démographie des députés de droite et des députés de gauche, on s'aperçoit qu'il y a le même renouvellement qui d'ailleurs s'était amorcé dès 78. Quand on regarde, et je vais terminer puisque les 20 minutes sont écoulées, mais quand on regarde en 78, on voit apparaître des gens comme justement Laurent Fabius et à droite tout autant de gens de la même génération. Donc vous le voyez, on a des gens d'une génération de l'après-guerre qui est non seulement la génération de la non-guerre, qui ne sera plus en contact direct avec la violence de guerre, en tout cas pour le second XXe siècle français, mais qui de surcroît entretiennent forcément un rapport de troisième génération avec ces événements de la guerre. Ajoutons un dernier mot, et j'abrège tout ce que je voulais dire par ailleurs, en signalant que ces députés de droite, aussi bien gaullistes que libéraux, pour reprendre ma terminologie de tout à l'heure, en fait, à partir de 81, ils mènent les mêmes combats. D'abord, ils sont dans l'opposition, donc ils mènent un combat contre la gauche au pouvoir, et le combat dans l'opposition, ça soude. D'autre part, 86, c'est le tournant libéral de Jacques Chirac dans le gouvernement de cohabitation. Donc il n'y a plus sur le plan socio-économique de véritables différences entre un jeune député UDF et un jeune député RPR. Et donc vous voyez que ce personnel politique de 1995, c'est un personnel beaucoup plus soudé à droite, j'entends, qu'auparavant. Et d'ailleurs, ça n'est pas une coïncidence si les 2 candidats de 95, Édouard Balladur et Jacques Chirac, ne sont pas UDF versus RPR, mais 2 hommes issus de la même matrice RPR. Donc vous le voyez, ce que je voudrais dire, et je termine parce que je voudrais respecter le temps qui m'est imparti, c'est que, au bout du compte, il y a, dès ce moment-là, de la part de Jacques Chirac, par rapport à la décision qu'il prend en son âme et conscience, et probablement aussi, cet après-midi, on nous l'expliquera, à la suite d'un certain nombre de conseils, à la suite d'un certain nombre aussi d'évolutions. Henri Rousseau y faisait allusion, et j'imagine, monsieur, que vous y ferez allusion dans votre intervention, un certain nombre d'évolutions et d'interventions qui ont lieu dans les années qui précèdent. Donc Jacques Chirac prend sa décision, mais ça n'est pas enlevé à la grandeur de la décision, ça n'est pas enlevé à cette sincérité de la prise de décision que de dire qu'à cette époque, Jacques Chirac n'est pas à rebours par rapport à son camp politique, premier élément. D'autre part,
Jacques Chirac ne heurte en rien ses alliés politiques de la droite libérale à cette occasion. Et d'autre part, et là aussi probablement ça reviendra, pour le moment c'est la grande inconnue, mais nous ne sommes qu'au début de l'après-midi, elle reviendra au fil de l'après-midi, elle va s'inviter dans nos débats, c'est l'opinion publique. Nous aurons à voir s'il est à rebrousse-poil de l'opinion publique. Je formule déjà l'hypothèse que non. J'avais prévu tout un développement sur le fait que nous sommes, et Henri Rousseau y a fait allusion, dans une France qui connaît à l'époque non seulement un renouvellement générationnel, mais un basculement anthropologique, avec une France qui change en une vingtaine d'années dans ses fondements anthropologiques, et notamment, Henri Rousseau le disait, dans ses rapports au temps. Et donc là, il y aurait aussi à s'interroger sur, justement, cette France rajeunie, qui est aussi une France de mutants par rapport à la France de 30 ans auparavant. Et quel est le rapport de cette France de mutants? Le terme mutant est neutre, c'est-à-dire des gens qui produisent et qui subissent en même temps une mutation. Quel est leur rapport avec ce discours? Donc vous le voyez, outre la sincérité, outre l'éventuel, chacun en jugera, grandeur de la prise de décision qui débouche sur l'acte politique qu'est le discours, il y a incontestablement un certain nombre, non pas de facilités historiques, mais de marges de manœuvre dont disposait le chef de l'État. Je vous remercie.